Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Régis de Castelnau, avocat et auteur de Justice politique. Vous avez aussi un blog Vue du droit. On peut également vous retrouver régulièrement sur Sud Radio et sur Front Populaire. Régis de Castelnau, bonjour. Bonjour, Eddy, puisque c'est votre prénom, vous portez le même C'est prénom qu'Eddy ça, Merckx, voilà. c'est ça, c'est bien ça. Est-ce que vous Oh, m'autorisez à compléter un peu bien sûr, la présentation ou non, ou je vous laisse allez-y. poursuivre? Oui, si vous voulez, sur l'image actuelle, c'est-à-dire, oui, vous avez dit ce qu'il fallait dire, si ce n'est que je vais un peu compléter le titre du livre, c'est Une justice politique des années Chirac au système Macron, histoire d'un dévoiement. Le sous-titre donne la problématique du bouquin et je crois qu'on va être amené à en parler, hein, parce que la France a aujourd'hui un très gros problème Évidemment. avec la justice. Alors, en ce qui concerne mes activités de publiciste, c'est un peu ma quatrième vie intellectuelle, si vous voulez. J'ai une vie professionnelle très longue. J'aurai 50 ans de barreau le 13 décembre prochain. C'est pas mal. Mais bon, à un moment de cette trajectoire, j'ai décidé un petit peu de rendre, hein, et de m'exprimer. Le nom du blog Vue du droit exprime bien ce que je veux faire. C'est-à-dire que mon lieu d'énonciation, c'est le juridique, c'est la compétence juridique, et je porte un regard critique sur la société à partir de ce lieu d'énonciation, hein. Donc, il y a une dimension pédagogique, mais en même temps, bon, j'ai mes propres idées, j'ai ma propre vision des choses, hein, mais je rentre par la porte juridique, ce qui est quelquefois, compte tenu, si vous voulez, que la France a une culture administrative forte, euh, une culture juridique un peu moins forte. Donc finalement, ça m'arrange bien, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours un appétit pour des clarifications, pour des précisions, pour des explications, également dans un pays où la culture juridique et judiciaire n'est pas très importante. C'est vrai. Voilà. Et puis, j'invite tout le monde à vous suivre sur Twitter. Vraiment, vos tweets sont exceptionnels. En tout cas, moi, me font extrêmement rire tous les jours. S'il y a bien deux personnes à suivre sur Twitter, c'est Pierre Brojon et vous. Je pense qu'en termes de troll, comme on dit maintenant, vous êtes excellents. Et donc, j'invite tout le monde à vous suivre. Vous savez, j'ai un statut aujourd'hui, j'en discutais avec Emmanuel Todd, un statut qui est celui d'une forme de liberté d'expression. Auparavant, lui, universitaire, moi, avocat, engagé sur le plan politique et tout, j'avais un devoir de réserve. Je trouve ça logique d'avoir un devoir de réserve, hein. On implique d'autres personnes dans sa propre activité, donc c'est normal qu'on fasse attention. Mais à partir d'un certain moment, celui finalement, entre guillemets, de la retraite, hein, c'est une retraite qui est très active me concernant, ben, on peut dire ce qu'on veut, quoi. Alors, si vous voulez, dans la mesure où la provocation est une drogue dure, hein, donc mon premier livre, hein, s'appelait La provocation. Effectivement, cette liberté m'amène à être assez souvent cash, hein, et effectivement à me lâcher, hein. Mais c'est pas mal, hein, parce que ça donne une certaine fraîcheur, hein. Qu'est-ce que vous voulez qui m'arrive? Hein, Rien. et quand on va parler des magistrats, hein, je vais revenir là-dessus parce que vu ce que je leur tombe dessus, la façon dont leur tape dessus, bah, ils n'ont pas tellement de réaction, quoi. S'ils veulent saisir le Conseil de l'ordre, allez-y les gars, hein. Donc, je m'en fiche complètement. Voilà. Du coup, nous sommes obligés aujourd'hui d'en parler. Nous sommes lundi, le lendemain des résultats du premier tour des législatives, où on a pu voir que que le groupe emmené par Emmanuel Macron est quasiment au coude à coude avec l'Alliance à gauche. Le RN ne faisant que 19,10% et les LR avec UDI, donc le centre, à 11,18%. Et puis, le plus important pour moi, c'est le taux d'abstention qui est record, 52,80%. Donc quasiment un Français sur deux n'a pas été voté dimanche. Quelles sont les premières conclusions qu'on peut tirer de ce premier tour? Alors, conclusion, je ne sais pas, on peut faire des observations, hein, ça me semble même indispensable. Sur ce qui s'est passé, vous avez raison, hein, 53% des Français ne se sont pas déplacés. Et alors, dans la jeunesse, c'est un désastre.
c'est un désastre, les gens n'ont pas été votés. Je note qu'il y a d'autres endroits où on a spécifiquement, où on n'a pas été voté, où on s'est abstenu, ce sont les quartiers, entre guillemets le terme quartier, sur lesquels Jean-Luc Mélenchon misait beaucoup, dont il a bénéficié à la présidentielle, hein, puisqu'il a appliqué la ligne Terra Nova, hein, couche moyenne déclassée et surtout, on ne parle plus aux couches populaires, couche moyenne déclassée et population issue de l'immigration. Les populations issues de l'immigration, elles sont restées chez elles, hein, cette fois-ci encore plus que les autres. Ce qui explique, parce que je regardais tout à l'heure, je ne l'ai pas regardé en direct, la première intervention de Jean-Luc Mélenchon, c'était impressionnant. C'était impressionnant, il était défait. Il avait, lui, qui a énormément d'aisance, c'est un tribun indiscutable. Il était maladroit, il butait sur les mots. J'étais un peu surpris de le voir comme ça. Et je me suis posé une question. Parce que je crois que c'est ça qui est important, c'est l'histoire Mélenchon dans cette élection présidentielle. Emmanuel Macron a été réélu, alors que en 2017, il avait été élu sur des bases que je considère comme juridiquement frauduleuses. Hein. Je l'ai dit dès le début, et je l'explique dans mon bouquin, hein, son arrivée au pouvoir d'un parfait inconnu est le fruit d'une opération montée d'abord par la haute fonction publique d'État, ensuite s'appuyant et financée par l'oligarchie, et enfin aidée massivement par l'appareil judiciaire qui a disqualifié son principal concurrent, qui était le grand favori, François Fillon. Bien, d'une façon que je n'ai jamais vue dans mes 50 ans de carrière dont je parlais tout à l'heure. Alors, on a une première élection, on a l'expérience de 5 ans, on sait qui est Macron, en plus avec la crise des Gilets jaunes et le Covid, hein, moyennant quoi il repasse avec 58% des voix, c'est-à-dire qu'il est complètement revalidé. Ça me fait un peu penser à George Bush Jr., qui avait bénéficié d'une fraude massive à l'élection présidentielle américaine en 2000. Rappelez-vous, vous savez, on comptait les bulletins en Floride, c'était son frère qui était gouverneur de la Floride, hein, et en 2004, il est réélu. Là, alors, ce qui relégitime, je vais dire un peu a posteriori, le premier mandat pour Emmanuel Macron ou pour George Bush, qui était quand même un peu fragile en termes de légitimité, pas en termes, enfin sur le plan opératoire, il a eu tous les pouvoirs, et même bien au-delà, que lui donne la Constitution. Alors, cette élection présidentielle, elle a vu quand même quelque chose d'assez étonnant, c'est que Jean-Luc Mélenchon a pris le pouvoir sur la gauche. Ce qu'il en restait. Alors, la gauche, on la met entre guillemets tout le temps. Hein. Oui. Donc, pour moi, c'est, je veux dire, par rapport à la gauche que j'ai connue, y compris avec les taux de participation que j'ai connus, c'était tout à fait autre chose. Il existait d'abord, pour la fixer à gauche, il existait un fort parti communiste, hein, et donc ça changeait tout. Toujours est-il que, alors que les sondages le donnaient laborieusement à 13, 14, 15%, à la fin, il a réussi, du fait de la nullité des autres concurrents à gauche, Hidalgo, Roussel, Jadot, il a bénéficié d'un vote utile qu'il a amené à sa grande joie, qu'il a amené à être tout près du deuxième tour. C'est-à-dire qu'il a raté le deuxième tour de très peu. Et là, le soir, je ne sais pas si vous vous rappelez, il était euphorique. Il était euphorique, alors qu'en 2017, il était abattu, ravagé, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai appris après. Hein, il y a le bouquin de Matou, il y a d'autres amis qui le connaissent bien. Moi, je le connais un peu, hein, Jean-Luc Mélenchon, qui disent qu'il croyait qu'il allait être au deuxième tour en 2017, qu'il s'était un peu monté la tête, et ils y étaient. Donc, là, il était ravi parce qu'il savait très bien qu'il aurait été écrasé, probablement plus que Marine Le Pen au deuxième tour, par Emmanuel Macron. Hein. Il avait pris le pouvoir sur la gauche, sa stratégie terranoviste était gagnante, hein, et il était absolument ravi. Le problème qu'il avait,
c'est qu'il s'était quand même prononcé très vivement pour le vote Macron. Il a appelé à voter pour Macron. Ah non, il ne l'a jamais dit, j'entends ça à droite à gauche, mais c'est scandaleux d'oser, avec un cynisme inadmissible, de venir dire ça. Oui, il a appelé à voter, non pas Macron, mais pour Macron. Et plusieurs fois, il est revenu là-dessus. Et puis, on a appris, sans que ce soit démenti, qu'il y avait eu des échanges de SMS entre eux, et le fameux SMS qui disait, je crois, nous avons fait ce qu'il fallait, maintenant à vous d'envoyer des messages, ce qu'a fait Emmanuel Macron, qui a fait une campagne, je me rappelle le meeting de Marseille, où il parlait quasiment la planification écologique, enfin il reprenait des termes de l'AEC, de l'avenir en commun, dont je rappelle qu'il a été rédigé en 2017. Il a été repris tel quel, à peine modifié. Donc, on a une collusion tout à fait indiscutable, et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est à cause de ça que Macron fait un score confortable, y compris par rapport au sondage précédent. Alors à la fin, les sondages qui ont été assez justes, les sondages montraient bien qu'il allait flirter avec les 60%, mais effectivement, est-ce que l'apport de Mélenchon a été pour quelque chose dans ce score? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il a un problème avec ça, Jean-Luc Mélenchon. Il a un problème quand même. Il est celui qui a fait réélire Macron. Et il a, à ce moment-là, eu, comme c'est un tacticien, je pense qu'il n'a aucune vision stratégique, c'est mon opinion personnelle, ou en tout cas, elle est faible, mais c'est un tacticien. Donc, il change en permanence, il s'adapte, il tient les discours, il vous invente une créolisation. Quand on pense qu'il y a une dizaine d'années qu'elles étaient des positions, y compris sur l'immigration, ça vous fait sourire. Quand vous discutez avec ses copains qui l'ont bien connu chez les lambertistes, ils vous racontent pas mal d'histoires. Bon, donc, tactiquement, il a fait tous les virages opportunistes, il a fait toutes les démagogies, il a parlé à tous les petits secteurs, toutes les petites niches qui l'intéressaient, et il a imposé au lambeau des anciennes organisations de gauche, il a imposé un cartel. Un cartel, c'est-à-dire un accord purement électoral, du type de ce que le bon Percueil avait prévu au début des années 50 pour éviter la victoire du RPF de Gaulle. C'était la loi sur les apparentements. On ne votait pas pour vous, mais finalement, d'une certaine façon, on votait quand même pour vous. Enfin, donc là, il a fait une espèce de truc. Un cartel programmatique, rien du tout, la carpe et le lapin, on imagine Jadot, Bayou qui sont des atlantistes néoconservateurs faucons, avec Jean-Luc Mélenchon, encore que Jean-Luc Mélenchon il est devenu faucon, il a varié dans la dernière période, à tort d'ailleurs, parce que les candidats présentés, je reviens sur la présidentielle, les candidats présentés comme étant des copains de Poutine, ça ne leur a pas coûté une voix. Je veux dire, les Français, ça ne les a pas intéressés. Donc, mais il a fallu quand même faire de la surenchère. Fabien Roussel a fait pareil. Marine Le Pen a pris ses distances. Donc voilà. Mais Jean-Luc Mélenchon a eu cette idée qui était, à mon avis, dans un premier temps, pour nettoyer, pour se laver de cette espèce de trahison. J'ai appelé à voter pour Macron. Après, on peut discuter, on peut ergoter, mais c'est une réalité incontournable et c'est gravé dans le marbre. Donc, il a trouvé cette histoire, élisez-moi Premier ministre. Donc, regardez, je fais une opération virtuose, prends le pouvoir sur la gauche, incontestablement, c'est ce qu'il a fait. Et comme dans les autres partis, on a envie de garder quelques gamelles quand même. Donc, il va bien falloir croûter. Retourner chez Pôle emploi, ce n'est pas une perspective extrêmement emballante. Alors, notre ami Mélenchon, il a cette idée assez géniale de dire, écoutez, élisez-moi Premier ministre. Ça ne veut rien dire. Je veux dire, on n'élit pas le Premier ministre sous la Ve République, c'est le président qui le choisit, enfin vous connaissez ça très bien. Mais il dit, voilà, on va lui imposer une cohabitation. Et tout d'un coup, ben oui, à ces couches moyennes déclassées, aux gens de nuit debout, ça leur parle. Vous voyez ce que je veux dire, les enseignants,
qui, dans les couches supérieures, les agrégés votent Macron, mais tous les autres votent Mélenchon, les bobos parisiens, etc. On leur offre un truc, on leur dit, ouais, vous avez vu, c'est 36, le Front populaire, etc. C'est-à-dire proprement n'importe quoi. Et donc, tout ça, ça démarre. Tout ça, ça démarre. Et je n'y ai pas cru une seconde. Alors, vous allez me dire, je vais avoir l'air d'un imbécile si jamais la semaine prochaine, il y a une majorité NUPS, comme on dit. J'y crois toujours pas, et là je prends mes responsabilités, je dis il n'y en aura pas de majorité NUPS. Le score d'hier, 25%, c'est celui de 2017. Le score d'hier, c'est à peu près moins que en cumulé les forces du 10 avril, parce que lui, il fait 22%, mais il y a Hidalgo un peu quand même, Fabien Roussel un peu, Jadot un peu, on arrive à 28, je crois. Et là, la gauche, elle est à 25. Ouais, génial, grande victoire, magnifique au premier tour. Et où sont les réserves? Il n'y a pas de réserve. Bon. Donc, effectivement, et puis, il y a le phénomène de l'abstention avec les disqualifications, etc., que ça implique, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de voix pour se maintenir. Il y a tout un tas de facteurs qui jouent. Et puis, deuxièmement, c'est l'alliance de la carpe et du lapin, je l'ai dit, puisque ils sont d'accord sur rien. Le nucléaire civil, on commence par ça. Fabien Roussel, non, la police. La police, Fabien Roussel, non, moi je ne dis pas du mal des policiers comme ça. Non, mais c'est une plaisanterie. En revanche, alors, je pense que ce qui explique, alors attention, je ne veux pas trop psychologiser, mais quand j'ai vu Jean-Luc Mélenchon hier, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il était déjeté, il était ravagé. Bon, fatigué peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, il avait l'air extrêmement déçu de ses résultats. Peut-être qu'il ne l'était pas, mais moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Et ce que je suis en train de me dire, c'est que, et ça, je l'ai rencontré chez plein de gens, chez plein d'amis de gauche, etc. Ah oui, il faut voter NUPS. Ah ouais, ça y est, on est union. Attendez, lui, il a fini par y croire. Ils y croyaient, mes amis, ils y croyaient. Pas seulement mes amis, il y avait plein de gens qui, tout d'un coup, se sont sentis exaltés. Ils n'ont jamais fait quasiment de politique de leur vie. Tout d'un coup, ils reviennent. Ils ont les souvenirs de 81, l'arrivée de François Mitterrand, et puis plus les grands récits anciens. Non, attendez, là, hop, on est face à cette réalité. Et je me demande si Jean-Luc Mélenchon lui-même n'avait pas fini par s'auto-intoxiquer et prendre ses désirs pour des réalités. Alors vous me direz, c'est la période. La France est un grand hôpital psychiatrique, l'Union européenne aussi. On prend ses désirs pour des réalités. On en parlera pour l'Ukraine. Et donc, j'ai l'impression qu'il a cru qu'il pouvait gagner ce pari, qui, à mon avis, n'était pas gagnable. Il n'avait pas de réserve. Guy lui avait une jolie expression. Il disait, vous avez vu, Mélenchon, la gauche, 22%. Guy lui a répondu, bon, c'est 22% tout mouillé. Parce que où sont les réserves, où sont les alliances, Bon. Alors, donc, ça, c'est ma première observation. C'est sur la défaite, ce que je considère être la défaite du projet NUPS, auquel, manifestement, les gens ont cru. Enfin, beaucoup de gens ont cru. Si vous faites ça en vous disant, c'est parfait, ce que je pensais au début, je vais avoir un groupe où je vais avoir 70 parlementaires. Ça veut dire tout le monde va garder sa gamelle. N'est-ce pas, Monsieur Corbière? Je pense à lui parce que je sais, j'avais quelques échos, il n'était pas il était très inquiet à l'idée de retourner à Pôle emploi. Quand les sondages l'annonçaient en dessous de 10, Mélenchon, il y a 4-5 mois. Bon. Ça veut dire aussi en nombre de voix, ça veut dire les dotations. Or, LFI, c'est pas un parti. Donc, vous savez que c'est calculé sur vos résultats législatifs. Oui. Et donc, c'est pas un parti. Il n'y a pas de bureau politique, il n'y a pas d'instance démocratique et tout. Vous avez le roi et sa cour, et hop, on gère tout. On gère les sous. Donc, c'est une situation extrêmement confortable. C'est leurs affaires.
Je veux dire, c'est le système, et je ne le reproche pas, c'est pas malhonnête, mais c'est une façon de fonctionner que je trouve, sur le plan politique, extrêmement critiquable, mais c'est la leur. Donc, toujours est-il que, voilà, effectivement, un projet que je pouvais comprendre, et là, il semble qu'ils aient cru qu'ils allaient pouvoir aller au pouvoir. Et ce qui expliquerait pourquoi il a été aussi odieux depuis 3 semaines, un mois. Elisabeth Borne, elle occupe mon bureau. Enfin, il y avait une vulgarité dans ses propos, il y avait une espèce de façon de revenir en permanence. Je dis, mais là, il va trop loin, il franchit la limite. Non, je crois qu'il était persuadé que c'était jouable et qu'il allait pouvoir être Premier ministre. Parce que il est quoi maintenant la semaine prochaine, Monsieur Mélenchon? Il n'est pas candidat. Il va avoir un groupe où il va y avoir 60-70, peut-être, ce qui serait énorme, hein, mais admettons 50-60 députés LFI, ça va être joli. Qui c'est qui va commander? C'est Ruffin? C'est Catanas? C'est Obono? C'est Autain? Vous allez voir le panier de crabes. Chacun va tirer dans tous les coins, non mais ça va être un foutoir sans nom. Alors là, je veux dire Schadenfreude, hein. Lui, il va être à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que, si vous voulez, dans les médias, dans les tribunes et tout, c'est plus lui qui va y aller. C'est plus lui. Il va être c'est le roi Lear, vous voyez, hein, qui a favorisé tous ses éventuels successeurs et qui un beau jour se retrouve tout nu. Donc, voilà, allez, je vais arrêter de taper sur ce pauvre Jean-Luc Mélenchon, mais vraiment, j'ai été surpris de cette réaction et de cette probable prise de conscience de sa défaite, parce que je pense que c'est une défaite s'il a vraiment cru qu'il pouvait devenir Premier ministre. Ces résultats ne sont pas terribles. Sur le plan chiffré, je l'ai dit. Reste ensuite M. Macron, parce qu'il y a trois, on va dire 4 enseignements. Macron, je veux dire, c'est là où on a peut-être la réponse à la question que je posais tout à l'heure sur les causes de son 58%. Hein, c'est cet apport effectivement de ces couches intermédiaires parce que quand on voit le vote, qu'est-ce qu'a dit ça? C'est peut-être Guy lui encore qui a dit c'est la France qui travaille qui a voté pour Marine Le Pen. Hein, les retraités, les boomers, comme on dit, hein, et les jeunes étudiants en masters de genre, d'études de genre, je veux dire, ils ne travaillent pas. Hein, donc, et puis il y a ceux qui vivent de la rente publique. Hein, c'est-à-dire les fonctionnaires. Donc, le rente qui peut être justifié, hein, c'est pas ça le propos, mais sociologiquement, je retourne à ma chère lutte des classes. Hein. Sociologiquement, on a quand même, je veux dire, une France qui a souhaité Macron par connivence avec Macron. Par connivence. Et chacun c'est un peu une auberge espagnole. Seulement, quand on est ensuite politique, il y a différents choix. Vous avez Castaner, par exemple, qui va prendre une tôle à Montargis. Quand vous avez, je ne sais plus quels sont les autres qui se sont fait battre, je pense aussi, bien sûr, aux gens qui n'ont pas voté pour Macron, bien évidemment, aux gens de Reconquête, etc. On a un retour de la France, de l'archipel, même si je ne suis pas complètement d'accord avec les analyses concernant l'archipélisation, mais Macron, il est à son niveau. Il est à son niveau et c'est quand même quelqu'un de profondément détesté. Il avait, grâce à l'Ukraine, il était monté un peu, mais il fait 28 au final. Quelques semaines avant, il était à 25. Hein, donc, il est à son étiage parce qu'on sait qui il est, parce que bon. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne Macron. Je ne pense pas que ça le privera d'une majorité. De toute façon, s'il l'a pas numériquement, il aura les écolos qu'il faut. Hein, il y aura Bayou sera ministre et tout, il ira comme ils ont toujours fait. Ces gens ont toujours fait comme ça. Et de l'autre côté, il aura les LR, hein, ou ce qu'il en reste, qui se diront finalement, hein, on ne va pas encore attendre, ça y est, et là c'est la troisième observation, c'est LR. Je veux dire, ça y est, ils sont morts. Quand je vois que Julien Aubert est battu,
Alors Guillaume Larrivé, ça me fait pas de chagrin. Pour Julien Aubert, je suis un peu déçu pour lui. Est-ce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas été, je veux dire, lui, je pense à Aubert en particulier, qui avait des bonnes positions, souverainisme un peu de droite, etc. Ils ont pas fait l'effort, ils n'ont pas passé les marches supérieures qui leur auraient peut-être permis, y compris de prendre le parti. Quand vous pensez que c'était Jacob qui l'a dirigé encore jusqu'à aujourd'hui, enfin, je veux dire, c'est tragique. C'est tragique. Comment s'étonner du score de cette pauvre Pécresse, sans oublier ce qui est arrivé à Bellamy, je veux dire. C'est-à-dire que leur électorat, les Loden-Barbour qui s'étaient déplacés pour choisir Fillon contre Sarkozy, à la première occasion, ils retournent au domicile conjugal. C'est ce que j'avais dit à propos de Zemmour. Zemmour emmène la bourgeoisie au bordel, mais le jour venu, elle rentre se dépuceler au bordel. Le jour venu, je vous avais dit, hein, que j'ai quelquefois des expressions un peu fleuries, elle est rentrée au domicile conjugal. Donc LR, et c'est la quatrième observation, ils ont un gros problème. Ils ont un gros problème, c'est que le parti de droite en France, désormais, parce que 19%, Marine Le Pen, c'est pas si mal. Ils ont fait une campagne calamiteuse. On les a à peine entendus, etc. Donc, il semble, alors elle va peut-être avoir 30, 40 députés, je ne sais pas, ou si elle peut faire un groupe, ça change tout, ça change beaucoup de choses. Hein. Bon, alors, voilà un petit peu la photographie. C'est, comment dire, paysage après la bataille. Pour moi, ça me plonge dans le désespoir, quoi. Hein, c'est-à-dire que je pense que ce pays va être dirigé par Emmanuel Macron, qui va faire tout ce qu'il doit faire. Il va finir de détruire l'État-providence à la française. Il va laisser les services publics régaliens à l'abandon, comme c'est déjà le cas. Hein, quand on voit la sécurité, quand on voit la justice, il va laisser les autres grands services publics, santé, éducation, également s'effondrer. Hein. Je pense que on va avoir le wokisme, ça va être au galop. Je pense que sur les questions de contrôle de l'immigration, c'est même pas en rêve. Hein. Il aura le soutien pour toutes les lois liberticides, pour toutes les, je veux dire, tout ce qui a été fait. Regardez Aurélien Taché. Aurélien Taché qui est en permanence en train de nous de faire des développements sur le fait qu'il faut être pro-migrant, il passe son temps à prendre des pauses humanitaires, etc. Il a voté tous les textes socialement pourris. Il a voté la destruction du Code du travail, etc. Il n'y a eu aucun problème. Et moi, je vous dis que sur la retraite à 65 ans, parce que c'est un emblème, hein, ils vont peut-être se bagarrer, mais qu'est-ce qu'il va faire Macron? Il va leur donner l'euthanasie. Allez, voilà la GPA. Madame Mécari sera contente, hein, puisqu'elle va être élue députée de Paris. Je la connais bien, hein, Caroline, elle est sympa, mais voilà, on va dire, attendez, mais bien sûr, on va sur la question de l'immigration, sur les questions de l'islam, mais oui, attendez, allez, le Burkini, vous l'aurez, il n'y a pas de problème, on va trouver un moyen. Là, je parle de la façon dont il va s'appuyer sur cette petite bourgeoisie déclassée. Si vous voulez, c'est Jérôme Sainte-Marie qui a une expression que je trouve très bonne, qui est de dire, voilà, Mélenchon, c'est Nuit debout contre les Gilets jaunes. Voilà. Donc, bon, est-ce que les Gilets jaunes, ça a été un mouvement que j'ai soutenu depuis le premier jour, avec un peu d'exaltation d'ailleurs, hein, mais qui n'avait pas de débouché politique, qui n'avait pas de but politique, d'organisation politique. Est-ce que Marine Le Pen et ses 20%, je te parle du parti là, hein, je ne parle pas de l'élection présidentielle, est-ce qu'elle est capable, avec son organisation, est-ce qu'elle sera capable de devenir le parti de la France qui travaille, comment dire, de transformer une organisation, le peu que je la connais, je veux dire, où sont les convictions, où sont les rattachements culturels, etc. Il y a patriotisme, oui, sûrement, et puis il y a les questions d'immigration, mais ça ne fait pas beaucoup, hein, finalement. Je parle du parti. Hein. Et il pourra y avoir la création d'une identité
pas une identité de classe, faut pas rêver, parce que le problème ne se pose pas plus en ces termes, mais est-ce qu'il y aura la possibilité que la France qui travaille se reconnaisse dans ce parti et fasse autre chose? Bon, oui, je vote pour eux, comme dit Guy, lui, ils n'en démordront pas, mais pour autant, après, il faut qu'il y ait des cadres, il faut les former, il faut être une organisation politique qui puisse dire, oui, je peux arriver au pouvoir. Et pas seulement en gagnant l'élection présidentielle autour de ma personne, comme ça se passe dans le système de la Ve République, mais je peux gouverner. Parce qu'il y a des gens avec moi, parce qu'il y a des intellectuels, parce qu'il y a des gens issus des couches supérieures qui considèrent que c'est le mouvement qui est porteur d'avenir. Non, qui est surtout, c'est le mouvement qui est porteur de l'opposition résolue à ce que Emmanuel Macron est en train de mettre en place, c'est la destruction de ce pays au profit du néolibéralisme européiste dans un premier temps et transnational ensuite. Ça, c'est ma conviction. Alors, quand je vous dis que tous ces résultats me plongent dans une forme de désespoir gai, parce que je ne veux pas abdiquer effectivement ma gaieté, mais bon, moi j'ai vu mon âge, si vous voulez, et vu les perspectives que nous offre le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, je suis quand même très très inquiet